Cécile, est-ce que tu peux mettre Yes. le PowerPoint? Tout bon? Merci à tout le monde. Ouais. Merci à tous d'être présents ce soir. Rapidement et toujours avec le même plaisir, Cécile, Angélique et moi, comme tous les mois, sommes là pour partager avec vous ce que nous pouvons vous apporter pour améliorer le quotidien, apporter des questions, des réponses aux questions et peut-être même des questions d'ailleurs autour donc des troubles des conduites alimentaires. Euh, Toujours en lien avec TCAP Action, notre association de fait entre soignants. Alors tiens, est-ce que je crois, Cécile, qu'il n'y a que toi qui peux faire avancer le PowerPoint, du coup. Yes. Merci bien. Le thème de ce soir, boire n'est pas manger, co-animé par Cécile et moi, avec petite question au préalable. Alors, Ça, c'est le plan. Hop. ça c'est le plan. Petite question. À cet instant-là, nous sommes mardi, il est 18h30. Possiblement, un bon nombre d'entre vous avez travaillé ou vous êtes occupés. Euh, on est en hiver, donc on a des pulls. Il fait plus ou moins chaud. Dans cet instant, avez-vous soif? Posez-vous tout simplement cette question. Et peut-être même au-delà de se poser la question, c'est mettez-vous en lien avec la sensation. Est-ce que vous sentez que vous avez soif? Question, tout simplement, qu'on peut se poser puisque quand on est très occupé dans notre journée, quand le mental est très actif, on peut être déconnecté de ses sensations et ne pas forcément sentir la soif. Donc parfois, il est bon de se poser cette question, de se poser et sentir où on en est. À combien cotez-vous votre niveau de soif de 0 à 6? 0, c'est je suis complètement déshydraté. Alors si vous êtes complètement déshydraté, je ne suis pas sûr que vous seriez en capacité d'être là avec nous ce soir. On verra tout à l'heure comment bien coter tout ça. Et dernière question, quelle quantité d'eau avez-vous bu depuis ce matin, euh, considérant que, on ne compte ni le café ni le thé, comme ils sont diurétiques, donc ils n'hydratent pas complètement puisqu'ils nous font aller faire pipi. Je vous laisse noter vos réponses si vous avez de quoi noter ou en tout cas l'enregistrer dans votre tête et ça nous permettra d'y revenir après pendant le temps d'échange que nous aurons après la conférence. Ouais. Et à la toute fin de la présentation, je vous demanderai, on fera un petit exercice ensemble. Et je vous demanderai d'aller chercher un verre d'eau fraîche, tant qu'à faire. Et on fera un exercice de dégustation d'eau. C'est bon, vous avez tous Ouais. noté? Allez, et bien alors on va aller regarder ensemble. Du coup, l'eau dans le corps, d'abord, comment elle se répartit, qu'est-ce qu'elle devient une fois justement qu'on a bu cette eau, qu'est-ce qu'elle devient dans le corps. Alors, quand on boit de l'eau, elle passe donc dans notre œsophage, puis dans notre estomac, puis elle va descendre dans nos intestins, elle va être absorbée au travers de la paroi intestinale et passer dans la circulation du sang. À ce niveau-là, l'eau, il y a une partie de l'eau qui va partir qui va rentrer dans nos cellules pour hydrater nos cellules. C'est ce qu'on va appeler l'eau intracellulaire, le liquide intracellulaire qui représente à peu près 65% du volume d'eau dans le corps. Une partie va rester dans le liquide qu'on appelle interstitiel, c'est-à-dire à l'extérieur des cellules, et une partie va rester dans le plasma, dans le sang. Et ça, c'est ce qu'on appelle la partie plutôt extracellulaire.
La vitesse à laquelle la réserve d'eau du corps se renouvelle, elle va dépendre beaucoup de la quantité d'eau qui est ingérée par la personne. Une personne plus en fait une personne va s'hydrater, plus l'eau du corps va se renouveler rapidement. Et une personne, un homme qui va boire 2 litres d'eau par jour, ce sont les recommandations, hein, vous verrez à la fin de la conférence. Et ben pour un homme qui boit 2 litres d'eau par jour, une molécule d'eau, elle va rester dans le corps en moyenne 10 jours. D'accord? Donc là, l'eau que vous allez boire tout à l'heure, à la fin de la conférence, si vous êtes bien hydraté, si vous avez suffisamment bu dans la journée, eh bien, ces molécules d'eau que vous allez ingérer tout à l'heure, elles vont rester pendant 10 jours dans votre organisme, renouvelées ensuite par les quantités d'eau que vous boirez ce soir et puis demain matin, etc. Et globalement, on estime que 99% de la réserve d'eau du corps est renouvelée en 50 jours. Alors, dans le corps, comment l'eau se répartit? L'eau, elle se répartit quand on regarde les hommes, le corps de l'homme contient à peu près 60% d'eau, le corps de la femme 50%, un peu moins, puisque les femmes, on a un pourcentage de masse grasse qui est plus élevé que chez l'homme, et dans le tissu adipeux, dans le tissu qu'on appelle graisseux, il y a moins d'eau. C'est pour ça que le corps de la femme contient un peu moins d'eau au global que celui de l'homme. Tous les tissus contiennent de l'eau entre 75 et 81%. Vous voyez, le plus riche, c'est les reins hein, qui vont drainer notamment l'eau, hein, 81%. On retrouve dans les muscles 75%, dans la peau 70% d'eau, dans les poumons 78%. Le cerveau, Romuald nous en parlera tout à l'heure, beaucoup d'eau également au niveau du cerveau, d'où les impacts de la déshydratation sur le cerveau. Le cœur, 79%, les intestins et l'estomac, 75%. Ce sont les os qui en contiennent le moins, vous voyez, seulement 22,5%. Le pourcentage d'eau évolue avec l'âge. Chez l'enfant, on est plutôt autour de 74% d'eau dans le corps et ce pourcentage va diminuer au cours de l'âge. Vous voyez, 60% enfance, préadolescence. Adolescence, c'est là où la différence entre hommes et femmes va se jouer, puisque c'est là, à l'adolescence, qu'il y a une prise de tissu adipeux, ce qui fait qu'il y a un peu moins d'eau dans le corps de la femme que dans le corps de l'homme. Vous voyez la différence, 50 et à peu près 60%. Et après 50 ans, le pourcentage d'eau dans le corps diminue légèrement également. Alors, l'eau dans l'organisme, à quoi elle sert? Eh bien, elle va servir de régulateur de la température. Vous avez tous remarqué que quand il fait un petit peu plus chaud, on a plus tendance à transpirer. Donc, et la transpiration nous aide à maintenir une température de 37 degrés dans le corps. On a vu qu'il y avait beaucoup d'eau dans le sang, hein, à peu près 79%. Donc, dans le sang, l'eau, elle sert au transport des nutriments et au transport de l'oxygène. Donc, elle est indispensable pour ça. Elle sert, bien entendu, à l'élimination des déchets au niveau des reins. C'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de s'hydrater régulièrement. Elle sert également, il y a toute l'eau intracellulaire qui sert au bon fonctionnement des cellules, parce que des cellules déshydratées, ça ressemble un petit peu à des raisins secs qui sont recroquevillés, un petit peu les cellules sont recroquevillées sur elles-mêmes, et donc elles ne vont pas pouvoir fonctionner correctement. L'eau sert également à la lubrification des articulations. On verra qu'une des conséquences de la déshydratation, c'est des douleurs articulaires. Elle sert à la régulation de la pression, de la tension artérielle. Et puis, elle sert également, elle est très importante dans la digestion. Voilà les principales fonctions de l'eau dans l'organisme.
Chaque jour, on a des pertes d'eau en grande partie dans les urines, mais le volume peut varier de seulement 500 millilitres à 1600, à 1,6 litre à 2 litres. Il y a des pertes, on l'a dit, par la transpiration, hein, et également par la respiration. Et puis, il y a des pertes également dans les pertes fécales, où on a une petite perte d'eau, mais qui est assez minime. euh, à ce niveau-là. Donc, comme on a des pertes quotidiennes, il est important de combler ces pertes, de rééquilibrer avec des apports suffisants. Au niveau des apports, le principal apport, c'est par les boissons, les quantités d'eau en particulier qu'on va boire dans la journée. Les aliments nous apportent également un petit peu d'eau, mais on compte que ça représente seulement 20% des apports hydriques sur la journée. Et on a une quantité d'eau également qui va être fabriquée par le métabolisme, c'est-à-dire par notamment les pertes respiratoires et qui vont fabriquer un petit peu d'eau que le corps va pouvoir utiliser. On a un phénomène dans l'organisme de régulation, c'est-à-dire que le corps, il est en capacité de réguler la quantité d'eau qu'il a dans le corps, c'est-à-dire que si on a un déficit en eau, si on ne s'hydrate pas suffisamment, ça va augmenter ce qu'on appelle l'osmolarité, hein, la pression osmotique au niveau du plasma, ce qui fait que ça va stimuler l'hypophyse qui va sécréter une hormone qui s'appelle l'ADH. Et vous voyez, l'ADH, elle va aller jouer au niveau des reins pour augmenter la réabsorption d'eau, ce qui fait qu'il y aura une extraction d'un plus faible volume d'urine. Donc, on va finalement réduire le volume urinaire et donc ça va combler un peu les déficits en eau. On va moins excréter d'eau pour en garder un peu plus dans le corps. À côté de ça, s'il y a des excès d'eau apportés, quelqu'un qui va boire plus, et ben dans ce cas-là, l'hypophyse va diminuer la sécrétion d'ADH, ce qui va diminuer la réabsorption d'eau, et il y aura un volume urinaire plus important, ce qui va permettre de combler. Donc on a comme ça une sorte de régulation quand tout se passe bien. Après, il peut y avoir des moments où c'est plus difficile de réguler, et notamment en cas d'activité physique plus intense, où là, il est vraiment, pour l'organisme, c'est plus compliqué de réguler. Donc, il faut vraiment combler et apporter les quantités d'eau nécessaires. Alors, je vais donner la parole à Romu qui va voir avec vous les conséquences donc, d'une mauvaise hydratation. Je te laisse la main, Romu. Oui. Donc, on a vu effectivement à quel point il est essentiel, pour ne pas dire vital, de boire pour le bon fonctionnement de l'humain. Quelles sont les conséquences immédiates en cas de mauvaise hydratation? D'abord, sur le corps, eh bien, on ressent une fatigue et une baisse d'énergie. Puisque comme l'eau est essentielle pour le transport des nutriments et l'élimination des toxines, eh bien, le manque d'hydratation va entraîner cette sensation de fatigue et une diminution des performances physiques et intellectuelles. Donc, ça reste vous voyez, c'est un des premiers indicateurs, la sensation de fatigue et de baisse d'énergie, c'est où j'en suis dans mes apports hydriques. Ça peut être une des premières questions à se poser, sachant que on se pose rarement cette question, est-ce que j'ai suffisamment bu aujourd'hui? Autre conséquence, les maux de tête et les troubles de la concentration. On l'a vu, hein, 80% d'eau dans le cerveau. Donc une déshydratation, même légère, peut affecter le cerveau, entraînant maux de tête, troubles de la concentration et une sensation de brouillard mental que je vais développer tout à l'heure. Les risques sont liés aussi pour la peau, les muqueuses. La peau peut devenir terne et sèche, les lèvres gercées et les yeux plus secs. Là encore, vous voyez, c'est comment prendre en considération les signaux du corps. Si j'arrive plus trop à sentir la soif, eh bien, ces indicateurs-là, corporels, peuvent nous donner ben, un score, un point, un état de mon hydratation. Une mauvaise hydratation peut induire aussi des problèmes digestifs, avec des troubles intestinaux, avec constipation, brûlure à l'estomac, ballonnement. Là aussi, voilà des indicateurs corporels qui peuvent nous dire
que ouh, j'ai besoin d'eau là. Une augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle, puisque, bah, comme Cécile vous l'a montré et signalé, le sang est composé à 80% d'eau. Et donc, le risque, c'est d'augmenter la pression artérielle et bah, forcer le cœur à travailler plus pour oxygéner les organes. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Yes. Merci. Donc là, c'était les conséquences à court terme. Qu'en est-il sur du long terme? Ben, les problèmes rénaux, ce qui peut favoriser la formation de calculs rénaux et augmenter le risque d'insuffisance rénale. Et là, ça peut vraiment être dramatique. Un vieillissement accéléré de la peau, avec une perte de l'élasticité, une apparition de rides prématurées, des douleurs articulaires et musculaires, puisque ben, une bonne hydratation permet, comme Cécile l'a montré, une bonne articulation, des jointures, comme j'appelle, plutôt plus souples. Et le risque, c'est aussi bien, un risque inflammatoire et des douleurs articulaires. Autre conséquence à long terme, ça peut être la prise de poids, puisqu'une hydratation insuffisante peut fausser la perception de la faim, poussant à manger au lieu de boire. Et puisque si je m'hydrate insuffisamment, je risque d'affaiblir mon système immunitaire, puisque j'ai du mal à éliminer mes toxines et de transporter les nutriments, euh, je fragilise mon système immunitaire. On va voir maintenant les conséquences sur un plan du bien-être mental, puisque souvent, hein, quand on parle d'hydratation, et là pour moi c'était important aussi de parler de l'impact de la déshydratation sur le bien-être mental. C'est entendu, largement entendu, qu'une mauvaise hydratation a un impact physique. Rappelons-le, tête et corps, un seul et même système. Donc, si mon corps est insuffisamment hydraté, ben, mon bien-être psychique, mon bien-être mental sera lui aussi touché. Avec, comme on l'a vu, une fatigue et une baisse d'énergie, une mauvaise hydratation réduit l'apport d'oxygène et de nutriments au niveau du cerveau, entraînant une sensation de fatigue persistante et un manque de motivation. S'il n'y a pas suffisamment d'énergie apportée au cerveau, ben, pour pouvoir bien le faire fonctionner, c'est complexe. Le brouillard mental et les troubles de la concentration, la déshydratation affecte les fonctions cognitives, ce qui peut provoquer des difficultés à se concentrer, des oublis fréquents et une impression de confusion mentale. Là aussi, c'est important d'intégrer l'importance de l'hydratation pour toutes nos fonctions cognitives. Et euh, si les étudiants qui peuvent oublier de s'hydrater ou même, euh, j'accompagne des personnes, même des personnes hors TCA, qui finalement peuvent être épuisés en fin de journée, certes à cause du travail, mais aussi parce qu'ils ne se sont pas suffisamment bien hydratés. Lorsqu'on travaille sur des écrans avec la chaleur induite par l'écran, la chaleur des bureaux ou autres, même si on n'est pas en activité physique, on est quand même dans une consommation d'eau, puisqu'il est important de maintenir la température corporelle à l'identique, et donc la consommation d'eau est importante. Une mauvaise hydratation augmente. Hop là, non, je, Pardon. je t'en prie. Une mauvaise hydratation augmente le stress et l'anxiété. Ils peuvent tous les deux être amplifiés par un manque d'eau, car la déshydratation augmente la production de cortisol, qui est une des hormones du stress chronique. Donc, le bien-être mental peut aussi être en lien avec une bonne hydratation. Si tu peux mettre la diapo suivante. Merci. Une mauvaise hydratation a aussi un impact sur l'humeur, qui devient plus instable et peut induire de l'irritabilité, pardon. On devient plus impatient et sensible aux frustrations du quotidien.
Ça induit sur du long terme des risques d'accumulation de dépression, un risque accumulé de dépression, pardon. Une étude a montré qu'un faible apport en eau pouvait être associé à une humeur plus dépressive. L'eau, notez-le bien, joue un rôle dans la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, qui influencent directement le bien-être mental. Et, eh bien, une déshydratation a un impact aussi sur le sommeil. Ça peut provoquer des crampes musculaires, une bouche sèche et des réveils fréquents, ce qui altère la qualité du sommeil. Et on va faire le lien, hein, un sommeil perturbé a lui-même un impact sur l'humeur. Une déshydratation peut avoir un impact sur la qualité du sommeil. Un mauvais sommeil aura lui-même un impact sur le bien-être mental. Alors, on va regarder maintenant les conséquences des troubles alimentaires, des troubles des conduites alimentaires sur l'hydratation. Qu'est-ce qu'on va voir couramment, observer couramment chez les personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires? Ça peut être plutôt une privation d'eau. On va avoir des personnes qui vont avoir tendance à se priver d'eau, en lien dans les troubles de type anorexie, restriction, un peu par peur, aussi de prise de poids avec l'eau. Donc on a des personnes qui peuvent vraiment se priver d'eau de manière assez importante, ce qui peut amener aussi à des hospitalisations. On peut observer ça aussi chez des personnes qui souffrent plutôt de troubles compulsifs, hyperphagie, boulimie, parce que la prise d'alimentation, quand elle est un peu continue sur la journée ou par crise compulsive, on peut avoir une carence en eau parce que les personnes ne vont peu boire, finalement beaucoup manger et peu boire, ce qui peut amener aussi un manque d'hydratation. Euh, A contrario, on peut observer chez certaines personnes des prises d'eau très importantes. Soit ça peut être dans les troubles restrictifs des personnes qui vont beaucoup boire pour se couper un peu la faim et combler la sensation de faim, ou qui vont beaucoup boire pour faire glisser les aliments. Parce que c'est trop compliqué de manger mentalement, voire physiquement aussi. Des personnes qui peuvent aller jusqu'à des consommations d'eau vraiment excessives, jusqu'à 4 à 5 litres, voire plus, hein, d'eau par jour. C'est ce qu'on appelle la potomanie. On va observer aussi des prises d'eau importantes chez des personnes qui peuvent souffrir de boulimie, en tout cas des crises avec vomissement, parce que l'eau va permettre, des fois, est une stratégie pour se permettre de vomir et d'évacuer ensuite. Et puis des personnes aussi qui souffrent plutôt d'hyperphagie et qui peuvent tenter de moins manger en buvant aussi beaucoup d'eau. Euh, on- En type de comportement aussi, on peut avoir des prises de médicaments de type diurétique, des consommations de diurétiques importantes, soit dans les versions plutôt restrictives des TCA pour essayer de perdre de l'eau, de peser moins lourd sur la balance aussi. On peut l'avoir également dans des troubles plutôt compulsifs hyperphagiques, quand il y a de la rétention d'eau, et on peut avoir des prises de diurétiques très très importantes, ce qui va complètement modifier la capacité du corps à réguler par lui-même justement son eau interne, on va dire. Et puis en prise de médicaments, il peut y avoir également la consommation de laxatifs pour évacuer ce qu'on mange, on va dire, pour ne pas assimiler, et ce qui va amener des prises, des volumes d'eau importants éliminés dans les fesses. Donc ça aussi, ça peut avoir une conséquence importante sur le taux d'hydratation dans le corps. Autre comportement qu'on peut observer dans les troubles alimentaires, les vomissements qui peuvent amener des pertes d'eau également très très importantes. Euh, Quels vont être les signes de déshydratation qu'on va voir chez les patients souffrant de troubles alimentaires? Alors, Romu les a cités, là je vous les présente sous une autre forme, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être plus visuels. Les maux de tête, hein,
Romuald en a parlé, des étourdissements, cette sensation d'être un peu dans le coton, ça on peut l'entendre, moi je l'entends vraiment très régulièrement chez les patients souffrant d'anorexie, une fatigue excessive, il l'a dit, la sensation de soif qui va pas forcément être perçue également, ou au contraire qui va être très très excessive chez certains. La bouche et les lèvres également extrêmement sèches, qu'on va observer chez beaucoup de patients. L'irritabilité, moi je le cite souvent. Les urines foncées, on va en reparler, hein, c'est un très bon indicateur à la fois du volume d'urine ou le nombre de fois où on est allé uriner dans la journée et également la couleur des urines. La peau sèche liée à la déshydratation, elle peut bien entendu aussi être liée dans les troubles de type restrictif, anorexie, au manque de lipides, on en avait déjà parlé sur une précédente conférence. Et puis, bien entendu, la constipation. Le manque d'hydratation va amener le corps à essayer de récupérer de l'eau là où il peut, et notamment au niveau des sels qui sont contenus euh, dans les intestins, et ce qui va amener une déshydratation des sels et donc une constipation importante. Euh, les signes de rétention d'eau qu'on peut observer chez des patients, et bien souvent, c'est au niveau des extrémités gonflées, avec lorsqu'on appuie sur ces zones extrêmement gonflées, le doigt qui va marquer, qui va s'enfoncer facilement et qui va laisser une marque qui va mettre un certain temps, en fait, le creux. euh, Réalisé par l'appui du doigt va mettre un petit temps en fait à se résorber. Ça, c'est vraiment un signe de déshydratation important. Alors qu'on peut avoir chez des patients souffrant plutôt d'hyperphagie et d'obésité, qu'on peut également observer dans des cas de déshydratation, de dénutrition, pardon, extrêmement marquée. Et ça, moi, je dis souvent chez des personnes qui ont une anorexie assez sévère avec une perte de poids très très importante. Ça, c'est un signe d'hospitalisation quand il y a de la rétention d'eau importante d'un coup comme ça au niveau des extrémités. C'est vraiment là, il faut consulter rapidement un médecin, voir les urgences. En cas de rétention d'eau courante, hein, je ne dis pas dans ces cas de dénutrition importants, mais en cas de rétention d'eau assez courante, l'idéal, bah, c'est le port de bas de contention, hein, ou de chaussettes de contention qui va permettre que ce soit moins douloureux et qui va permettre en fait un meilleur retour veineux pour éviter l'accumulation d'eau dans les extrémités. Le fait de marcher régulièrement, 15 minutes, quand il y a une petite pause, quand essayer d'aller chercher de l'eau, justement, on va en parler pour s'hydrater régulièrement, d'aller chercher à la fontaine à eau ou aux toilettes qui sont un peu plus loin pour faire quelques pas. La marche même de quelques minutes est très, très intéressante pour limiter la rétention d'eau. Avoir un minimum d'activité physique, alors adapté ensuite aux conditions et aux capacités, hein, un peu de vélo, un peu de marche, même si elle n'est pas rapide, c'est toujours mieux que rien. Éventuellement, un peu de natation, un peu d'aquabike ou de vélo d'appartement. Et puis, les massages des jambes en fin de journée, de bas vers le haut, va également être très, très efficace pour limiter la rétention d'eau dans les jambes. Une note par rapport à ce que l'on appelait tout à l'heure la potomanie, c'est-à-dire chez les personnes qui vont consommer des quantités extrêmement importantes d'eau. S'il y a plus de 5 litres d'eau consommée par jour, en dehors d'efforts physiques ou de chaleur extrême, hein, des fois quand on est à 40-45 degrés dehors, il peut nous arriver de boire des quantités comme ça, et je dirais que c'est quasi 5 litres, c'est un peu beaucoup, mais 4 litres, ça peut être courant, mais en dehors de ce type de conditions un peu extrêmes, des quantités d'eau aussi importantes, ça peut amener une chute de la natrémie, c'est-à-dire du taux de sodium dans le sang, qui va amener un déséquilibre important et qui peut, dans les cas les plus graves, amener un œdème cérébral. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à questionner, hein, l'hydratation chez les patients, hein, pour les soignants. Je vous invite vraiment à questionner
la consommation d'eau dans la journée pour arriver à voir comment ça se passe et aussi de quelle manière on est hydraté. C'est pas seulement la quantité d'eau bu dans la journée, mais comment elle est répartie. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Alors là, je vais rentrer un peu dans du langage un peu technique, peut-être pour mes collègues diététiciennes qui sont équipées d'un impédance-mètre. Moi, je suis équipée d'un impédance-mètre et je voulais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez donner la répartition corporelle. Un exemple de cas d'anorexie. Alors, on va voir des taux. Là, on a les taux, le contenu minéral osseux. Le premier, attendez, je vais ma souris. Voilà, le contenu minéral osseux qui va être effondré, la masse musculaire qui va être plus basse que la moyenne à chaque fois. L'idée de la zone bonne santé, c'est la zone verte là qui est au milieu. Là, très souvent, donc la masse grasse est bien sûr effondrée. Et vous voyez qu'au niveau de l'eau, il y a un volume d'eau qui est bas, un volume d'eau total qui est bas. Et souvent, quand on regarde, moi j'ai un appareil qui permet de regarder l'eau extracellulaire et l'eau intracellulaire. Et finalement, l'eau extracellulaire est basse, mais c'est surtout l'eau intracellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur des cellules, qui est extrêmement basse. Et ça, moi, je l'explique aux patients en disant, vous voyez, là, il manque 3 litres d'eau pour cette personne, il manque 3 litres d'eau intracellulaire. Elle devrait être à 13 litres d'eau, elle est à 10 litres d'eau seulement. Et pourquoi plus à l'intérieur des cellules qu'à l'extérieur des cellules, vous voyez, où il manque beaucoup moins, il manque 400 millilitres d'eau, c'est beaucoup moins. Eh bien, parce que comme le taux de masse grasse est bas, vous vous rappelez peut-être pour ceux qui ont suivi la conférence sur les lipides, une grande partie des lipides du corps est au niveau des membranes cellulaires, ce qui fait que les membranes cellulaires sont entourées, si on veut, d'une membrane de phospholipides, donc de lipides. Mais si j'ai plus de lipides dans mes membranes, eh bien, mes membranes cellulaires, ça devient des passoires. Donc, si vous mettez de l'eau dans une passoire, bah, l'eau, elle sort en fait. Donc, les cellules, elles n'arrivent pas à garder l'eau. Et souvent, il y a vraiment ce phénomène de déshydratation intracellulaire chez les patients souffrant d'anorexie. Pour des patients qui souffrent d'hyperphagie boulimique, du coup, bah, on va avoir du coup un poids plus important, souvent une situation d'obésité. Du coup, avec tous les tissus qui sont adaptés. Donc, s'il y a un index de masse grasse qui est élevé, vous voyez, mais le corps en général s'adapte, c'est-à-dire que la masse musculaire est également élevée. Le contenu minéral osseux, les os se sont densifiés pour arriver à supporter le poids en plus. Là, il y a une bonne adaptation en fait du corps au surpoids. Et souvent, on observe une rétention d'eau. Vous voyez là, l'eau moyenne devrait être pour une personne comme ça à 37 kilos et il y a 41 kilos, 41 litres d'eau, 41 litres 7 même, ce qui fait qu'on a globalement 4-5 litres d'eau en plus, donc kilos en plus dû à de l'eau. Et là aussi, pas mal d'eau en plus intracellulaire. Voilà ce qu'on peut observer, des signes aussi de variation d'eau dans le corps avec les troubles des conduites alimentaires. Je te repasse la main, Romu, Oui. pour la suite. Alors, comment évaluer sa soif? Parce que on vous a demandé de coter, je vous ai demandé de coter votre soif tout à l'heure de 0 à 6, mais finalement, quels critères on peut y mettre, quels éléments de mesure on peut y mettre? Euh, Si vous n'avez pas soif, eh bien, votre hydratation est optimale, donc vous êtes à 0 sur 6, c'est parfait, il n'y a pas de sensation de soif. L'urine est claire ou légèrement jaune, il y a une énergie stable et un esprit vif. Donc, recommandation, continuez à boire régulièrement pour maintenir un bon niveau d'hydratation. Début de la soif, donc 1 sur 6. Légère sensation de bouche sèche. Je vous invite à le répéter plusieurs fois. Légère sensation de bouche sèche plusieurs fois et vous serez bon pour aller faire du théâtre. Petit ralentissement de la concentration. L'action, buvez un verre d'eau maintenant pour éviter la déshydratation. Donc, premier critère d'évaluation de la soif, c'est une légère sensation de bouche sèche. Je n'aurais pas réussi à le dire 2 fois de suite. Et petite perte de concentration, ralentissement de la concentration. Donc, on a un marqueur physique et un marqueur euh, cognitif. Ensuite, soif modérée. Là,
on descend un tout petit peu plus bas, c'est la gorge qui est sèche, un début de fatigue qui s'installe, les urines sont un tout petit peu plus foncées et un léger mal de tête est possible. Même chose, action, hydrate-toi maintenant, de l'eau, des infusions et aussi bien sûr des fruits riches en eau. C'est à 16 heures, euh, j'ai j'ai mangé une poire, mais qui était tellement juteuse que ça en était même super agréable. Et la sensation dans la bouche et même de sensation d'hydratation était juste merveilleuse. Troisième critère, troisième point, 3 sur 6, une déshydratation légère. Donc là, on a des maux de tête fréquents, difficulté à se concentrer, et une sensation de fatigue et une baisse de motivation. Donc, bien sûr, les critères d'évaluation aussi physiques, ça reste la bouche sèche, la gorge sèche. On ira également vérifier comment dire, la coloration des urines. Mais là, vous voyez que on va évaluer la déshydratation au travers des maux de tête, là encore sur le côté cognitif, et une sensation de fatigue un peu plus globale. Là encore, en action, augmentez votre apport hydrique et surveillez la couleur de vos urines. Quand on est à 4 sur 6, on est dans un niveau de déshydratation modéré. Il peut y avoir des étourdissements, des sensations de faiblesse et une humeur changeante. Ah, j'ai oublié de mettre l'action, mais vous aurez bien compris. Augmentez votre apport hydrique et surveillez la couleur de vos urines. Et 5 et 6, là, on est vraiment dans une dynamique d'urgence. La déshydratation sévère, avec des étourdissements marqués, des vertiges, la bouche et la langue sont très sèches. Il peut y avoir des frissons, des accélérations du rythme cardiaque, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une augmentation de la pression euh, sanguine du fait de la déshydratation, une confusion mentale et des difficultés à parler. Là, il est important de bien s'hydrater, de se reposer, et si les symptômes persistent, consultez votre médecin. Enfin, la déshydratation extrême, là c'est une urgence médicale, avec des hallucinations, confusion grave. La peau est froide, elle est marbrée, il y a une forte hypotension, une incapacité à uriner et une perte de conscience possible. Là, il s'agit d'appeler les secours immédiatement. Ça me rappelle ce point 6 là. Il y a très longtemps, j'ai reçu un jeune patient euh, qu'on avait envoyé aux urgences psy parce qu'il avait des hallucinations et des confusions très graves. Il était dans la cour de son lycée. Il était en plein cagnard parce qu'il attendait ses potes qui, eux, étaient en cours. Il est resté 3 heures en plein soleil à Nice sans s'hydrater et il errait dans la cour euh, avec vraiment des hallucinations. Il y a eu une telle confusion dans ce qu'il disait que urgence psy, bon, ils lui ont donné un traitement psy peut-être un peu prématurément, puisque finalement, quand on a évalué ensemble au cabinet ce qui s'était passé, quand on a bien décortiqué ce qui s'était passé, bon, finalement, il avait une déshydratation extrême, mais ce qui était quand même très, très important. Donc, euh, j'espère que vous avez pris le temps de noter. De toute façon, ça, ce sera dans le replay, pour que vous ayez des éléments, euh, des critères d'évaluation pour pouvoir évaluer là où vous en êtes et aussi euh, où en sont les autres, d'accord? Parce que ça, c'est un critère d'observation chez les personnes que vous fréquentez, pour vos patients, pour les professionnels qui sont avec nous ce soir, les membres de notre entourage. Et puis, ben, les enfants et aussi eh bien, les personnes plus âgées qui, elles, sont de moins en moins en lien avec leurs sensations de soif. Et donc, la confusion qu'on a pu mettre en avant là ce soir sont des éléments de mesure.
Donc, un des premiers réflexes, c'est oui, de s'hydrater. Ouais, je crois que c'est important de bien préciser qu'on n'a pas tous la même sensibilité à la soif, de la même manière qu'on n'a pas tous la même sensibilité à la sensation de faim. Il y a des gens qui vont vous dire, moi, j'ai jamais faim, ou il y a des gens qui vont nous dire, j'ai jamais soif. Parce que je crois qu'on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous la même attention justement aux sensations qu'on peut avoir. Moi, il m'est tout à fait possible, j'essaye d'y être vigilante, mais quand je suis extrêmement concentrée sur des consultations qui s'enchaînent, à ne pas sentir ma soif. Et puis au bout d'un moment, je vais sentir effectivement plutôt un mal de tête, des difficultés à me concentrer, à reformuler ce que les personnes ont pu me dire. Et là, je vais me dire, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, quand je suis plus attentive à mes sensations, là, je vais sentir ma sensation de bouche sèche et de besoin de m'hydrater. Donc, c'est important de ramener à ça. Et je dirais que dans les troubles alimentaires, c'est découplé, parce qu'on en a déjà parlé, hein, mais dans les sensations alimentaires, il peut y avoir, dans les troubles alimentaires, pardon, il peut y avoir justement un phénomène un peu de dissociation où je ne sens plus ce qui se passe, je ne sens plus ma faim, je peux ne plus sentir ma soif. Donc, d'avoir conscience d'autres symptômes qui peuvent arriver assez rapidement, notamment le mal de tête, notamment d'autres choses, c'est quand même important pour éviter des déshydratations trop importantes. Euh, alors, on va regarder maintenant les recommandations en termes d'hydratation. Donc, les recommandations en termes d'hydratation, elles évoluent en fonction de l'âge. Vous voyez là sur le tableau. Donc là, on est sur des consommations totales d'eau recommandées, aliments plus liquides. Donc, aliments plus liquides, vous voyez que chez les hommes, c'est 2,5 litres d'eau par jour. Chez la femme, 2 litres par jour d'eau apportée par l'hydratation et les aliments. On dit que les aliments apportent à peu près 20%. 20% de l'eau. Pourquoi seulement 20%? Même, je reprends ce que tu disais, Romu, tout à l'heure en disant, même un fruit bien juteux va amener de l'eau. Alors, il va effectivement amener de l'eau et en même temps, comme c'est une eau qui est mélangée à d'autres molécules, il y a ce qu'on appelle, là on rentre un peu technique, un peu de la physique, mais l'activité de l'eau en fait va être diminuée, ce qui fait que l'eau va être beaucoup moins disponible pour l'organisme. D'accord? Donc ça va être important aussi d'avoir des apports d'eau hors alimentation, ne pas que s'hydrater par des aliments, et puis aussi avoir de l'eau, on va en parler en dehors des repas, parce que quand je bois de l'eau au moment des repas, ben, j'ai déjà de l'eau qui est apportée par les aliments. Donc finalement, à ce moment-là, mon corps a déjà de l'eau, et c'est plutôt sur les phases hors repas, quand j'ai 4 ou 5 heures, voire 6 heures entre deux repas. Là, si j'apporte pas d'eau, bah, du coup, mon corps va manquer d'eau. D'accord? Je prends souvent l'exemple en me disant c'est comme une plante. Si une plante, vous vous dites qu'elle a besoin d'un litre d'eau en moyenne par semaine, je dis, bon, là, on est plutôt sur une grosse plante, on va dire. Bah, si vous vous dites bah, je vais l'arroser toutes les 5 semaines avec un arrosoir de 5 litres d'eau, bah, toute l'eau va couler finalement et votre plante, bah, du coup, elle va se dessécher durant ces 5 semaines où elle aura pas d'eau. Alors que si vous amenez effectivement cette eau plus régulièrement toutes les semaines, elle va pouvoir garder un taux d'hydratation régulier. Ben, l'organisme, c'est pareil. Il a besoin vraiment de régulièrement d'eau. Donc, si on regarde sur les quantités, donc au niveau de la boisson, si on compte 20% d'eau apportée par les aliments, ça reste pour les hommes, il faut boire à peu près 2 litres d'eau par jour et pour les femmes, 1,6 litre. Alors j'ai fait les calculs de ce que ça représentait en termes de volume et ça va représenter, eh ben, si on part sur un mug de 250 millilitres, un mug ça fait à peu près 250 millilitres, pour une femme ça va être 6 mugs et demi par jour d'eau, et pour un homme plutôt 8 mugs, ou alors si on part de verres d'eau de 125 millilitres, donc la moitié d'un mug, eh ben, ça va faire 13 pour une femme et 16 pour un homme. C'est quand même pas mal. Vous me direz ensuite sur les questions-réponses ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas mal. Alors, comment on va s'y prendre sur la journée pour pouvoir boire autant? L'idée, on est bien d'accord, c'est pas de boire ces 2 litres d'eau en 2 heures le matin et puis plus rien de la journée. On va essayer de les répartir dans la journée. Alors, on regarde ensemble.
Une journée, ça commence par le réveil et ça se termine par une soirée tranquille et on va se coucher. Et bien déjà, je vous invite le matin au réveil, une fois que vous êtes sorti du lit, à boire déjà un verre d'eau. Un verre d'eau, vous n'aurez pas soif, vous ne serez pas complètement réveillé, hein. Des fois, même le matin, on n'a pas forcément faim, on n'a pas forcément soif parce qu'on est encore baigné un peu par nos hormones du sommeil. Je vous invite à prendre l'habitude, après votre réveil, après être passé aux toilettes, ben, de boire déjà un bon verre d'eau, hein, au moins 125, voire un mug d'eau, hein, 250 millilitres d'eau. Ça permet déjà un peu de se réhydrater. Euh, Ensuite, au petit déjeuner, ben, de l'accompagner d'une boisson. Alors, attention au gros volume d'eau. Moi, j'ai plutôt tendance à conseiller de boire à peu près l'équivalent d'un mug et pas beaucoup plus au moment du petit déjeuner, parce que sinon, en fait, avec les aliments que vous allez manger, les tartines éventuellement ou les céréales, on peut du coup rapidement avoir un volume important, hein. Si vous avez déjà un bol de 500 millilitres de liquide le matin, plus les tartines, plus ce que vous allez manger à côté, un yaourt ou autre, bah, du coup, vous risquez de dilater un peu votre estomac. Donc, et puis d'être un peu inconfortable après à la digestion. Donc, un mug de liquide au petit déjeuner, c'est pas mal. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il vaut mieux apporter de l'eau plus souvent en dehors des repas plutôt que d'en mettre beaucoup au moment du repas, alors que les aliments vous apportent déjà de l'eau. Donc, au petit déjeuner, un mug d'eau. Ensuite, dans la matinée, ben, je ne sais pas si vous travaillez par exemple, ben, souvent on va prendre un petit café avec les collègues. On va prendre un verre d'eau réparti dans la matinée. En tout cas, si on veut arriver à nos 1,6 litre ou 2 litres d'eau par jour, c'est vraiment important de pouvoir les mettre dans la matinée. Au moment du repas, de prendre un verre d'eau, pareil, éviter de boire énormément d'eau au moment du repas pour éviter de dilater votre estomac ou d'amener excessivement de l'eau à ce moment-là, alors que vous allez déjà manger des légumes, je sais pas, un féculent, bah, vous voyez bien, des pâtes, au départ, quand elles sont sèches, on les jette dans l'eau, elles vont cuire dans l'eau, elles vont gonfler, d'accord? Donc elles se remplissent d'eau. Donc on va déjà apporter de l'eau avec les aliments, ce qui fait qu'un verre, 1 à 2 verres d'eau à table, c'est suffisant en général si on s'est bien hydraté en dehors, et ça permet un meilleur confort digestif avec un estomac un peu moins dilaté. Ensuite, dans un petit café éventuellement après. Alors, par rapport à ce que tu disais, Romuald, tout à l'heure, sur l'effet diurétique, j'ai un peu regardé sur les études et c'est vrai que pendant longtemps, on disait que le café, le thé avait plutôt un effet diurétique, c'est-à-dire que amener des urines importantes derrière. Voilà, c'est un peu, on n'est pas complètement sûr. Il y a des études qui disent que non, il y a des études qui disent que oui. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en général, quand on compte l'hydratation, on ne compte pas en tout cas pas le café. L'après-midi, bah, moi je vous invite à boire, par exemple, avant de rentrer en réunion, un verre d'eau ou d'avoir un verre d'eau avec vous ou en consultation. Moi, je sais que j'ai pour habitude, vous voyez, j'ai là à côté de moi, j'ai un mug et puis régulièrement, bah, je vais boire 2, 3 gorgées d'eau tout au long de mes consultations. Une petite boisson chaude éventuellement à cette saison. On a un peu envie de se réchauffer. En été, ce sera peut-être plus de l'eau fraîche, mais dans l'après-midi pour faire une petite pause et puis couper, éventuellement avec une collation si on a faim. Au retour de la maison, avant de démarrer la deuxième journée, éventuellement avec le ménage, éventuellement s'occuper de la maison, et bien, pensez à prendre un verre d'eau pour aussi vous réhydrater. Et comme ça, on est toujours à distance des repas. Au dîner, encore un verre d'eau durant le repas. Dans la soirée, quand on est tranquille dans le fauteuil, un petit mug d'eau. Et là, mesdames, on est à peu près au 1,6 litre dont nous avons besoin. Mais vous voyez il faut bien tout ça pour y arriver. Messieurs, vous, il faudra rajouter encore au moins un deuxième verre d'eau, ou voire un troisième verre d'eau dans la matinée, et encore 1 à 2 dans l'après-midi pour arriver aux 2 litres. Il faut bien tout ça. Euh, Un indice vraiment, Romuald en a parlé tout à l'heure, un indice vraiment pour vérifier votre taux d'hydratation, c'est de vérifier, un, que vous allez uriner régulièrement, et deux, de vérifier quand vous allez aux toilettes, bah, de vérifier la couleur de vos urines. D'accord?
voilà, différents tubes à essai. Alors, les premières urines du matin, en général, sont assez colorées et c'est tout à fait normal parce que dans la nuit, en général, on ne boit pas ou peu. Les reins ont filtré toute la nuit. Du coup, les urines vont être assez concentrées, d'accord? Ce qui est assez normal. Mais à partir de la deuxième miction, hein, dans la matinée, les urines doivent être plus claires déjà. Et en gros, les trois premiers, la tube à essai, vous voyez, correspondent à une hydratation suffisante. Dès lors que les urines sont un peu plus foncées, c'est que votre hydratation, elle est insuffisante. Donc, dans ce cas-là, je vous invite, quand vous voyez que vous avez des urines un peu foncées comme ça, à vous hydrater, à prendre un verre d'eau déjà, et puis ensuite à bien penser tout au long de la journée à bien vous hydrater. Voilà, si vous gardez ça en tête, je pense que vous aurez déjà l'essentiel. Romu, tu nous avais parlé d'un petit exercice. Oui, oui, oui. Sur le coup, plus besoin de partager l'écran puisqu'on va le faire tous ensemble. Hop. Alors, pouvez-vous, l'espace d'un instant, aller chercher un verre d'eau tiède, enfin, température ambiante ou fraîche. Je ne vois pas toutes les caméras, mais je pense que... hop. Ouais, je ferai en fonction de la dernière personne assise que je vois, comme ça, ce sera mon marqueur. L'eau a plusieurs vertus. On a parlé pendant presque une heure. L'hydratation. Et ça, c'est important. Donc, possiblement, vous avez réussi à côté où vous en êtes au niveau de votre soif. Peut-être que vous avez bu un ou deux verres d'eau pendant cette presque heure de présentation. L'eau a aussi une sacrée vertu, c'est de nous apaiser, notamment l'eau fraîche. Là, tranquillement, faites un petit tour là dans votre bouche avec la langue, les lèvres. Où vous en êtes? Est-ce que c'est suffisamment bien hydraté? Est-ce que c'est un peu sec? Vous en êtes où? Vous savez coter maintenant de 0 à 6. J'espère très sincèrement que personne est supérieur à 3. Et vous allez tranquillement regarder l'eau qui est dans votre verre, dans votre mug. Et puis peut-être vous dire à vous-même ce que ça vous inspire que de voir cette eau-là. Quand vous regardez l'eau, qu'est-ce qui se passe en vous? Je pense que on le fait rarement, mais on va le faire ensemble. Vous allez sentir. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y aura un parfum, une odeur, pour d'autres personnes, rien, ou peut-être le parfum de l'eau. Et tranquillement, alors je ne vais pas le faire avec vous parce que si je le fais, je ne pourrai plus parler. Vous allez prendre une gorgée et laisser l'eau dans votre bouche. Donc une quantité suffisante, mais pas trop. Et puis, observez ce qui se passe dans la bouche. Le fait de mettre de l'eau dans la bouche. Est-ce agréable, désagréable? Vous me le direz. Et puis avalez, bien sûr. Et laissez-vous sentir le parcours de l'eau dans la gorge. Et peut-être, s'il y en a, les sensations que ça vous procure. Et puis je vais le faire avec vous une deuxième fois. Moi qui ai parlé, là, j'avais la bouche un peu sèche.
Et le fait d'avoir mis de l'eau dans la bouche, ben, ça m'a fait du bien. Donc, boire un verre d'eau, ça peut être aussi un bon moyen de s'apaiser, de se reconnecter à l'instant présent. Ça peut permettre aussi de diminuer un temps le niveau de stress et de se reconnecter à soi-même. Donc, pour mettre en lien avec ce que Cécile a dit dans les recommandations, bah, peut-être que au réveil, une fois que vous vous êtes bien étiré, que vous avez bâillé, que vous avez fait un petit tour aux toilettes, que vous avez pris le soin de bien laver vos mains, eh bien, ce premier verre d'eau, c'est comment vous pouvez profiter de ce moment-là, du premier verre d'eau, pour être dans le moment du réveil, tranquillement, plutôt que être dans l'emballement mental, par exemple, de ah oui, tiens, qu'est-ce que je dois faire de la journée? Il faut que, pour un réveil en douceur, en vous rappelant comment je vais placer mon litre 6 ou mon 2 litres d'eau dans la journée. Je vais couper. Attends une seconde avant de couper, Oui, juste pour mettre la fin, parce qu'on a quelques ah annonces. oui, pardon. Voilà, hop, je repartage. Alors, juste avant de couper, pour ceux qui auront que le replay, nous vous rappelons, donc avant le temps d'échange, que la prochaine conférence, c'est le mardi 24 mars. Le 24, j'ai un doute là tout de suite, Romu, c'est bien Non, ça. c'est le 25, parce que c'est le Oui, 19. c'est ça, je me dis 24, ça sonne pas. Le 25, pardon, donc il y a une erreur sur mon PowerPoint. Le 24 est un lundi, donc mardi 25 mars donc 18h30 à 20h comme d'habitude, et on co-animera une nouvelle fois avec Romu. On a beaucoup de plaisir à animer à deux sur sport et protéines. Et puis, nos prochaines formations là, sur la communication empathique et efficace grâce à la PNL les 4 et 5 avril à Lyon. Je sais que certains d'entre vous sont déjà inscrits. Il nous reste des places. On vous fera passer, on s'est fait une petite interview avec Angélique sur ce sujet, sur qu'est-ce que apporte la PNL au niveau de la communication, du lien à l'autre. Ce sera disponible sous peu sur la chaîne TCAP. Si vous voulez de plus amples informations, regardez cette vidéo et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Et également pour ceux qui souhaitent se former sur les troubles alimentaires, et bien une formation en visio sur 6 jours. Il y aura probablement des nouvelles dates. Là, il y a une session qui vient de démarrer et il y aura probablement des nouvelles dates s'il y a suffisamment de personnes intéressées à l'automne. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. Et ben, tu peux couper l'enregistrement.